Bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entamons une série de vidéos sur l'histoire non censurée de la cosmologie. La cosmologie est la science qui étudie la formation de l'univers, comment il a débuté, puis évolué, quelles sont les lois physiques qui l'animent et quel est son avenir lointain. Nous en connaissons tous les points principaux. La Terre est ronde, elle tourne sur elle-même en un jour et autour du Soleil en un an. L'univers est immensément grand et immensément vieux. Tout cela, nous l'avons appris pendant notre scolarité avec en prime l'histoire de cette science au cours des siècles. Cependant, nous allons voir que comme dans d'autres domaines, cette histoire n'est qu'une version officielle et censurée d'une autre, très différente, mais bien réelle, et qui vous est complètement inconnue. Je vais vous l'exposer en m'appuyant sur le témoignage de professeurs universitaires en physique, mathématiques et histoire. Certains ont reçu le prix Nobel ou d'autres récompenses prestigieuses. Avant de présenter ce récit, je vous présente un petit résumé de ce que j'ai retenu de l'histoire officielle de la cosmologie et l'impression qu'elle m'a laissée. Et nous terminerons par le plus important, notre ignorance en mathématiques. C'est parti, voici l'histoire officielle de la cosmologie. Primo, les Grecs de l'Antiquité. Ils observent que le Soleil et les étoiles semblent tourner autour de la Terre, dans le ciel. Mais ils croient en leur mythologie avec les dieux de l'Olympe. Ils ont aussi de bons mathématiciens, comme Ératosthène, qui calcule la circonférence de la Terre ronde et il obtient un résultat presque identique avec les scientifiques d'aujourd'hui. D'autre part, le philosophe Aristote pense prouver que la Terre est immobile. En effet, s'il laisse tomber un objet du haut d'une tour, cet objet tombe au pied de la tour, ce qui semble signifier que la Terre n'avait pas bougé pendant la chute. Conclusion, la Terre est ronde, elle est immobile et elle se trouve au centre de l'univers. Les étoiles, le Soleil et les planètes tournent autour d'elle. Mais il y a un problème. Les planètes ne parcourent pas des cercles, mais des trajectoires bizarres avec des retours en arrière. Mais comme ils sont superstitieux et un peu ignorants, les Grecs ne se remettent pas en question et gardent leur système tel quel. Mais ils donnent tout de même à ces objets étranges le nom d'astres errants, ce qui donne dans leur langue le nom de planète. Deuxième épisode, la Sainte Église catholique romaine. Après quelques siècles de persécution dans l'Empire romain, la religion catholique est devenue une religion d'État. Les conseillers du pape le convainquent de suivre la pensée d'Aristote et de déclarer que le système grec est conforme à la foi catholique. Certes, la Terre n'est pas plate comme semble le suggérer la Bible, mais elle est immobile et au centre de l'univers. C'est compatible avec le fait qu'en mourant et en ressuscitant sur Terre, Jésus-Christ a sauvé la création tout entière. Troisièmement, Nicolas Copernic. Cet astronome polonais écrit un livre révolutionnaire, c'est le Soleil qui est au centre de l'univers. On appelle ça l'héliocentrisme. La Terre n'est qu'une planète qui tourne autour de lui comme les autres. Cela expliquait enfin le mouvement rétrograde des planètes dans le ciel nocturne au cours de l'année. Il fait publier son livre après sa mort par peur des représailles de l'Église. Quatrièmement, Galilée et Giordano Bruno. Galilée est un scientifique italien de la période de la Renaissance. Il réalise la même expérience qu'Aristote avec l'objet qui tombe, sauf que lui, il se met en haut d'un mât sur un bateau qui avance à vitesse constante et il constate que là aussi, l'objet tombe au pied du mât. Donc, la preuve d'Aristote comme quoi la Terre était immobile parce que l'objet lancé du haut d'une tour tombait au pied de la tour, cette preuve n'en était pas une. Et Galilée va plus loin, il réalise des tas d'expériences dans un laboratoire sur la terre ferme et fait exactement les mêmes expériences dans un bateau qui avance à vitesse constante et il constate
que le résultat de toutes ces expériences sont rigoureusement les mêmes, que ces expériences soient faites sur la terre ferme ou dans le bateau qui avance. Résultat, Galilée conclut qu'il n'y a aucune expérience qui permette de distinguer si l'on est dans un système qui est immobile ou qui est en mouvement constant. Et ça, c'est très important pour la suite. De là, il conclut que la Terre est sûrement en mouvement et que c'est elle qui tourne autour du Soleil tout en tournant sur elle-même en un jour. De plus, il construit des lunettes astronomiques qui lui permettent d'observer le ciel comme jamais personne auparavant. Il découvre ainsi plusieurs satellites de Jupiter. Il expose tout cela dans un livre qui a du succès. L'Église, qui est alors très puissante, est très contrariée et lui fait un procès pour l'obliger à renoncer à sa théorie de la Terre en mouvement. Or, l'Église a déjà auparavant condamné et brûlé un autre scientifique du nom de Giordano Bruno qui avait fait à peu près les mêmes expériences que Galilée et qui en avait conclu, lui aussi, que la Terre était en mouvement. Dès lors, Galilée prend peur et se rétracte, mais au fond de lui, il est convaincu que la Terre tourne et se déplace. 5e épisode, Kepler. Cet astronome allemand précise le mouvement des planètes autour du Soleil. Elles ne tournent pas en formant des cercles, mais des ellipses. Une ellipse, c'est comme un cercle écrasé qui a deux centres appelés foyers. Le Soleil se situe sur l'un d'eux. 6e, Newton. Ce scientifique anglais découvre soudainement la loi de la gravitation universelle qui régit tout l'univers, simplement grâce à la chute d'une pomme près de lui pendant qu'il se reposait sous un arbre, alors que la lune était visible dans le ciel. Cela lui donna la révélation instantanée de ce que la lune qui tourne autour de la Terre, la pomme qui tombe et les planètes qui tournent autour du Soleil ne sont qu'un seul et même phénomène. Les corps s'attirent entre eux avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Cette loi fondamentale est encore utilisée de nos jours pour envoyer des fusées ou des satellites dans l'espace. C'est tout pour le moment. Mais vous pouvez découvrir la suite sans plus attendre pour 24,90 € en achetant mon livre sur le site de vente amazon.fr. Son titre est « La vérité immuable et l'erreur scandaleuse ». Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.